Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin à 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est Antoine Fouché, président du cabinet Quintet Conseil, auteur du livre qu'il fallait lire en cette rentrée, Sortir du travail qui ne paie plus. Antoine, on a eu Éric Coquerel sur ce plateau, on a eu Patrick Martin, même l'UDP vous cite, tout le monde vous cite, alors parfois du bien, du mal, mais en tout cas c'est le livre qui fait débat. Pourquoi ? Vous avez l'impression qu'enfin on s'intéresse à la question du travail et de sa rémunération ? C'est difficile à vous dire. Il y a deux choses peut-être. La première, c'est que ce diagnostic que je pose et qui était jusqu'à présent peut-être que dans les enquêtes, qui montraient qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat, là, chiffre de l'INSEE à l'appui, je montre que c'est objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas excessif de dire, ce n'est ni de gauche ni de droite, de dire que pour la première fois depuis 1945, on a une génération sur le marché du travail qui n'améliore plus son niveau de vie en travaillant, et c'est pas que les premiers déciles. Ça va jusqu'au dernier décile, donc ça concerne tous les gens qui bossent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, peut-être, c'est que, notamment à la demande de Laurent Berger, qui est le directeur de la collection, je me suis astreint à faire 50% de propositions. C'est-à-dire, le bouquin, c'est 50% de diagnostic et 50% de propositions. Et peut-être, pardon de le dire comme ça, mais des propositions qui donnent le sentiment que si on le faisait, oui, ça changerait vraiment la donne. Ça court pas les rues, là aussi, sur tout l'échiquier politique. Avant les propositions, Antoine Fouché, on va s'intéresser au diagnostic. Pourquoi le travail ne paie plus? Est-ce qu'il y a eu une transformation, une distorsion du partage de la valeur entre l'entreprise, les actionnaires et les salariés ces dernières années? Quelles sont les causes? Alors là-dessus, j'essaye de démonter un certain nombre de préjugés. Et donc justement, est-ce que c'est lié à une déformation du partage de la valeur? Et je pense chacun peut le vérifier en regardant les chiffres de l'INSEE, du Trésor, etc. La réponse, c'est clairement non. En France, les entreprises, en moyenne, évidemment il y a des exceptions, mais pour le dire de façon imagée, ne se sont pas gavées sur le dos des salariés. Donc la part réservée aux salariés. La part réservée aux salariés, c'est toujours 2/3 et c'est 1/3 pour les entreprises. Et c'était comme ça au début des années 50, en 70 à 90. Donc ça, c'est constant dans l'économie française. Donc c'est pas ça. Et celle de l'État, Antoine Fouché? Pardon? Et celle de l'État, des charges sociales. Oui, mais les prélèvements obligatoires. Les prélèvements se sont faits à partage de la valeur ajoutée constante. Donc c'est pas le sujet. Là, on a un tout petit sujet sur la part de l'immobilier, mais qui fait que la ligne d'injustice, entre guillemets, de déformation, elle est entre les salariés propriétaires et les salariés non propriétaires. Mais en tout cas, c'est pas un sujet entre les entreprises et les salariés. C'est pas un sujet non plus entre les salariés eux-mêmes du point de vue de la rémunération, c'est-à-dire que quand on prend un salarié à temps plein, qu'on compare ce qu'il gagne dans le premier décile ou dans le 10e décile, c'est-à-dire pour passer en gros des 10% les moins bien payés en France aux 10% les mieux payés en France, faut pas multiplier son salaire par 100 ou même par 10, mais juste par 3. Oui. Donc ça veut dire les inégalités pour des temps pleins, des inégalités de rémunération, elles sont très resserrées en France. Donc, du point de vue du travail, on est un pays très égalitaire et ça n'a pas bougé. Donc, c'est pas ça non plus. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est deux choses essentiellement. C'est la productivité liée à la désindustrialisation, c'est-à-dire que on est un pays l'un des plus désindustrialisés d'Europe. Quand on prend l'industrie manufacturière, on est au niveau, en pourcentage de PIB, de Chypre et de la Grèce. Oui, on est derrière le Portugal, derrière la Slovaquie, derrière, je ne vais pas tous les faire. Donc on est l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Nous consommons, nous ne produisons plus. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, comme c'est dans l'industrie qu'il y a les gains de pouvoir d'achat les plus forts, eh bien, quand vous avez une industrie dans laquelle il n'y a plus qu'une personne sur 10 qui bosse, alors qu'il y a 40 ans, il y en avait une sur 4, dans toutes les familles, il y a un impact. L'argent rentre moins et il y a moins d'argent chaque année. Et puis, la deuxième chose, là aussi, c'est désagréable à reconnaître, mais c'est notre niveau d'éducation. On est de plus en plus un peuple mal éduqué ou peu ou moyennement éduqué, pour être objectif, moyennement formé, et donc qui innove beaucoup moins que les autres. On le voit dans les études PISA pour l'école, on le voit dans les études PIAC, c'est un peu moins connu. PIAC, c'est PISA pour les travailleurs, et en fait, on n'est jamais dans les 25 premiers. Donc ce qui veut dire, si je prends une métaphore de foot, en Coupe du Monde des compétences, en France, on est toujours qualifié pour la phase finale, mais on ne passe plus jamais les poules, on ne va même plus en 8e de finale depuis 20 ans. Le résultat de ce déclassement, Antoine
Antoine Fouché, c'est une smicardisation de la société. Le salaire minimum est le seul qui augmente avec la hausse des prix de l'inflation et on a donc un tassement des salaires, du salaire moyen, des salaires médians vers le bas, vers le SMIC. Et le grand sujet a donc été en cette rentrée la désmicardisation depuis le début de l'année. Comment désmicardiser le pays selon vous ? Alors, il faut d'abord, il y a deux raisons. La smicardisation, c'est l'appauvrissement général au sens non pas absolu mais relatif, c'est-à-dire par rapport aux autres pays, nos salaires augmentent moins et le pouvoir d'achat augmente moins parce qu'on s'est désindustrialisé et il y a moins de l'éducation et l'innovation. Pardon, je refais tout le raisonnement parce que c'est très important pour pas aller trop vite là-dessus. Ça veut dire qu'à long terme, la seule manière de désmicardiser, c'est de se réindustrialiser et c'est aussi d'investir comme jamais sur l'éducation et la formation. Il y a pas d'autre choix. Si on reste une industrie de services pour toute une partie à faible valeur ajoutée, avec des enfants en comparaison internationale pas très bien éduqués par rapport à d'autres pays européens, avec des travailleurs pas hyper bien formés, on restera un peuple smicardisé. Mais ça, c'est une génération entière, c'est un temps long. C'est un temps long. Donc on peut pas dire, en même temps, on peut pas dire aux gens, écoutez, on en reparle dans 20 ans, quand on sera un peu réindustrialisé et mieux formé. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sur les charges. On a le rapport Bozio-Warsmann qui exactement. arrive. Alors, Gabriel Attal a indiqué qu'il laissait un dossier complet. Il est sur le bureau de Michel Barnier. Alors, il y a un sujet patronal et un sujet salarial. C'est ça qui est difficile. C'est le sujet salarial, c'est que la différence entre ce que les gens gagnent et ce que les gens gardent sur leur compte n'a jamais été aussi forte en France. Et c'est plus important pour le travail que pour les revenus du capital, que pour les revenus de la rente ou que pour les revenus des retraités ou des héritiers. Bon, donc là, il y a un choix politique à faire. Est-ce qu'on réduit les charges salariales de façon à augmenter le pouvoir d'achat net des salariés ? Il faut le faire sur plusieurs années de façon massive. Moi, dans le bouquin, je propose 100 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'en gros, ça fait une augmentation de pouvoir d'achat de 3 à 4%, donc des augmentations de salaire de 5 à 6% par an pendant 5 ans, en moyenne pour les salariés. Mais ça ne changera pas le problème des charges patronales qu'on a aussi. C'est-à-dire, à force de ne pas traiter les sujets depuis 40 ans ou de bricoler, on se retrouve avec une masse de sujets énormes, ce qui fait qu'à mon avis, on ne peut pas s'en sortir autrement que par un Big Bang. À force de faire des pansements sur une jambe malade, il faut soigner la jambe, il faut arrêter de faire des pansements. Mais pour répondre à votre question, le sujet sur les charges patronales, il est différent, il est que plus, sur ces niveaux de salaire-là, plus vous augmentez le salaire, plus ça vous coûte cher, alors que ça rapporte pas grand-chose aux salariés. L'exemple qu'il y a dans Bozio-Warsmann, c'est 100 € d'augmentation, le salarié il a que 61 sur son compte parce qu'on lui enlève 39 € de prime d'activité, et pour l'employeur ça coûte 238, donc c'est un rapport de 1 à 4. Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? En tout cas, quelle est leur lettre de mission ? C'est de réduire cet écart-là, donc ça sera sans doute en touchant aux allègements de charges, on sera plus à un coût de 238 €, mais peut-être de 210 ou 200. N'empêche qu'en fait, le sujet, ça va être un bricolage, peut-être astucieux, faut pas dire avant, mais peut-être astucieux, mais ça sera un bricolage de plus, et c'est pas lié. Pas suffisant selon vous. Mais on le savait d'emblée en regardant la lettre de mission. Ils y sont pour rien. On leur a demandé de bricoler. Ils ont bricolé de façon astucieuse. Un coût constant. Mais ça sera de toute façon quelque chose qui changera fondamentalement pas la donne pour les boîtes ou pour les salariés, parce qu'il y aura toujours un écart, un coût pour l'employeur d'augmenter les salariés au SMIC. Ça sera peut-être pas 4 € dépensés pour 1 € pour le salarié, ça sera peut-être 3. Super. Ça sera, les chefs d'entreprise, surtout dans les TPE-PME, continueront de se poser la question parce que ça ne sera pas incitatif. Donc, encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut faire reset. Vous ne supportez plus le bricolage, Antoine Fouché. Sur l'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait ? Là aussi, on rebricole, on change les règles. Non. Justement, la réforme de l'apprentissage, évidemment, je ne suis pas objectif en disant ça, mais je vais le dire quand même. Vous avez travaillé dessus avec Muriel Pénicaud. Oui, on l'a faite même, cette réforme-là. Et c'est le contraire d'un bricolage. C'est-à-dire, on a fait reset. On a redéfini toutes les règles, refondé en fait le système. Et je me permets de dire, je pense que c'est l'une des raisons, la raison la plus importante pour laquelle on a fait x3 en apprentissage. On faisait des réformes tous les 3 ans de l'apprentissage. Il n'y en a pas une seule qui a en gros changé, dont certaines auxquelles avant j'ai contribué aussi. Et elles avaient toutes échoué. Celle-là a réussi parce qu'elle fait reset. Elle refonde le système.
La question, c'est contrairement à ce qu'on dit sur les aides, parfois. Non, je pense pas, parce que quand on regarde en comparaison internationale, la France sous-investit dans l'éducation. Si on décroche relativement par rapport aux autres pays, c'est que les autres pays, c'est pas que pour ça, il y a un sujet d'autonomie des établissements, etc., mais il y a aussi un sujet d'argent, on décroche. Donc, si on dépense plus d'argent dans l'éducation, c'est quelque chose presque qu'on doit à la jeunesse. Sauf que pour il y a une économie à faire intelligente sur l'apprentissage, c'est sur les aides à l'apprentissage qui n'ont jamais été conçues comme un corollaire indispensable à la réforme. Si vous voulez, c'est l'équivalent du prix de l'essence, les aides à l'apprentissage. La réforme, on a débloqué le moteur, on ne pouvait pas passer au-delà de la première. Avant, pour des raisons malthusiennes, il fallait des autorisations administratives et bureaucratiques partout. On a libéralisé complètement le système, ce qui fait que n'importe quel CFA peut mettre la 5e sans demander l'autorisation à aucun administratif en France. Et les aides, c'est le coût de l'essence. Mais on sait très bien qu'avec un coût de l'essence un peu plus élevé, les gens vont continuer à rouler en 5e. Ils vont peut-être rouler un peu moins longtemps en 5e, ils vont continuer à rouler en 5e. Donc tout ça pour dire qu'on va rester à quasiment 1 million d'apprentis, même si on supprime les aides, notamment sur des types d'entreprises qui n'en ont pas besoin et qui le disent, et qui n'en ont jamais eu dans l'histoire. Les entreprises, les 7000 entreprises de plus de 7000 entreprises, de plus de 250 salariés en France. Merci beaucoup Antoine Fouché d'être venu nous voir ce matin.